Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes à quelques jours des élections du 2 mars et c'est le grand débat électoral de Studio Qualitas. C'est en quelque sorte un troisième tour après qu'aucun parti n'a réussi à former une coalition lors des deux derniers scrutins. Est-ce que Benjamin Netanyahu ou est-ce que Benny Gantz arrivera cette fois-ci à former une coalition? Si on regarde les derniers sondages, rien n'est certain et on risque de se retrouver le 3 mars dans la même situation que les deux élections précédentes. Alors, quel est l'enjeu de ces élections ou quels sont les enjeux de ces élections? Quelle est l'influence du deal du siècle qui a été proposé par le président Trump sur ce scrutin? Et quels sont les programmes dans le domaine économique et social proposés par les différents partis? Autant de questions que nous allons évoquer lors de ce débat avec nos participants aujourd'hui. Nous commençons avec Jonathan Alexandre de Kahol Lavan. Bonjour. Bonjour. Yom Tov Kalfon, Yamina. Bonjour Yom Tov. Marco Sarabia du Parti travailliste Meretz et Orly Levy. Gesher, Amir Wettman, bonjour, du Likoud, et Yossi Tayeb, du Parti Chasse, numéro 12 sur la liste du Parti Chasse. Bonjour Yossi. Bonjour. Et je rappellerai aussi que Yom Tov est numéro 16 sur... 17. Et numéro 17 sur la liste du parti. Olivier Rafovitch de Israël Beitenou n'a pas pu venir pour des raisons techniques aujourd'hui, mais nous l'interviewerons bien entendu dans la semaine pour qu'il fasse entendre la voix de son parti, le parti donc Israël Beitenou. Pour une bonne tenue de ce débat, qui est aussi écouté par les auditeurs de Radio J à Paris, je vous demanderai de prendre la parole à tour de rôle. Vous aurez 1 minute chacun pour chaque question pour exposer vos positions et ensuite nous ferons après chaque question un petit débat sur les différents sujets abordés. Nous commençons donc tout de suite avec la première question. Quel est l'enjeu principal de ces élections? Et on commence tout de suite avec vous, Yossi. Je pense que l'enjeu principal, tout d'abord, est-ce qu'on va voir un pays avec un gouvernement de droite ou un pays avec un gouvernement de gauche avec à sa tête ou surtout appuyé par Ahmad Tibi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair pour tous les partis de droite. Ce qu'a essayé de mettre en place et ce qu'a mis en place le leader du parti, Aryeh Deri, c'est justement ce bloc de droite. Il l'a refait signer maintenant à l'approche des prochaines élections pour pouvoir justement avoir un gouvernement de droite fort à sa tête, Benjamin Netanyahu. Donc l'enjeu, c'est vraiment de savoir la droite ou la gauche qui sera à la direction du pays. Merci aussi. Marco, l'enjeu principal de ces élections? Je pense que ça n'est pas... l'enjeu n'est pas sur Netanyahou. Et je pense qu'on ne veut pas le changer spécialement, on veut changer sa politique. On veut plus de justice sociale et surtout l'alternance. C'est bon et c'est sain pour toute démocratie. L'alternance est nécessaire dans ce pays. Et aussi, évidemment, assurer la sécurité du pays. Ce sont des valeurs qui n'ont rien à voir avec la gauche et la droite, à mon avis. Merci Marco. Et Yom Tov, l'enjeu de ces élections? Je vais rejoindre ce qui a été dit ici, et c'est vraiment l'enjeu. On est vraiment à la veille d'une possibilité d'une alternance à la tête du pays, c'est-à-dire après 11 ans de politique de droite, avec un gouvernement de droite, il y a un réel danger du fait que le peuple de droite n'aille pas voter ou que gaspille ses voix dans des partis qui passent pas le seuil d'éligibilité. Le peuple de droite va perdre le pouvoir si on ne se réveille pas le 2 mars. Et les enjeux sont grands. On voit bien que la campagne de Kahol Lavan, qui en fait consiste à mettre quelqu'un personne ne l'aime, personne ne le déteste, un peu Benny Gantz, marche plutôt bien. Cette alliance avec les partis arabes qui se sont réunis et qui font de très beaux scores, 13 voire 14 déjà dans les sondages, et Lieberman qui a trahi le bloc de droite, cette conjoncture n'est pas bonne pour la droite et nous devons, nous, peuple de droite, se réveiller, c'est-à-dire les partis du bloc de droite, comme ça a été dit tout à l'heure, le Likoud, Yamina, Chasse et les orthodoxes de Yahadut HaTorah, pour se réveiller. Et nous, ce qu'on veut, on va parler du plan Trump, je pense, mais il va être sur la table, on va avoir un gouvernement de droite, mais un gouvernement de droite qui ne va pas faire un État palestinien, mais qui va, au contraire, appliquer la souveraineté d'Israël sur la Judée-Samarie. Merci Yom Tov. Jonathan Alexandre de Kahol Lavan. Oui, alors en fait, je ne pense pas du tout que le débat principal, c'est entre la gauche et la droite, et nous ne nous voyons pas du tout comme un parti de gauche.
Je suis religieux, je vis à Jérusalem, j'ai beaucoup d'amis qui votent Trump et qui en fait vont voter Carole Lavan et qui viennent en fait du Likoud très souvent. Pour moi, la principale question de ce débat, c'est quel genre de vie publique voulons-nous avoir ? Est-ce que nous voulons avoir une vie publique basée sur une certaine moralité, sur une certaine netteté des intervenants, qu'ils soient de droite ou de gauche ? Et moi, je suis plutôt à droite, pour être franc avec vous. Okay ? C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous voulons concrètement, et c'est ce que j'attends avec impatience, c'est une loi qui simplement décide que tout ministre de gouvernement ayant quelque souci légal, quel que ce soit, démissionne pour se défendre et Bezrat Hashem, il réussira à se défendre et être acquitté et revenir à la vie publique par la suite. C'est tout. Et je suis tout à fait prêt à déclarer que toute personne étant accusée est bien sûr présumée innocente jusqu'au jugement. Absolument aucun souci de ce côté. Merci. On termine ce premier tour de table avec vous, Amir, du Likoud. Eh bien oui, bon, évidemment, je vais rejoindre ce qui a déjà été dit. Il n'y a pas de grand ridouche ici. C'est-à-dire qu'évidemment, est-ce qu'on va avoir un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche ? Moi, j'aimerais simplement rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit qu'en 1992, moi je suis de Suisse, donc je vais dire 1992, n'est-ce pas ? Yitzhak Rabin s'est présenté au peuple israélien comme étant justement quelqu'un de centriste, voire de centre-droit. Et c'est sur cette image qu'il a été élu au poste de Premier ministre, par ailleurs avec le soutien à l'époque de Aryeh Deri. La réalité, on la connaît tous, c'était les accords d'Oslo et la catastrophe qui nous poursuit maintenant depuis près de 30 ans. Moi, ce que j'aimerais simplement dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Carole Lavan, même s'il y a ici et là au sein du parti de Carole Lavan des gens qui peut-être sont de droite, c'est un parti de gauche qui mettra rapidement en œuvre une politique de gauche, il faut l'arrêter. Voilà, alors on a fait un premier tour de table, on va faire un petit débat autour de cette question sur les enjeux justement et un peu sur ce qui a été dit. On a parlé et on a beaucoup parlé dans cette campagne de Benjamin Netanyahou. La question est de savoir est-ce qu'on peut avoir un Premier ministre qui est le matin au tribunal et l'après-midi gérer les affaires de l'État. C'est d'abord le Likoud. Eh bien, d'abord, la loi est claire à ce sujet. Le Premier ministre a le droit d'être Premier ministre jusqu'au jour où il a été reconnu coupable en dernière instance. Ça, c'est la loi. Ensuite, du point de vue technique, alors certes, ça n'est pas une situation idéale. Je crois que personne ne va nier ça. Ceci étant, il ne faut pas non plus exagérer. Dans les faits, le Premier ministre n'est pas le matin au tribunal et le soir à gérer l'État. C'est une image. C'est une image, mais dans la réalité, en fait, il s'occupe relativement peu du cas du point de vue judiciaire, parce que dans les faits, il y a des avocats qui s'en occupent, donc c'est un problème, ce n'est pas un gros problème, il y a des problèmes plus importants. Il y a un problème d'image de marque, comme un Il y a un problème d'image de marque, c'est évident, mais ceci étant dit, en fin de compte, ce qui compte, c'est est-ce qu'on va avoir une politique, en fin de compte, qui va être une politique de croissance du point de vue économique, sur la base de la libre entreprise ou du libre marché, ou alors une politique socialiste comme on l'a du côté gauche. Est-ce qu'on va avoir une politique qui va protéger Eretz Israël et la Judée-Samarie, ou alors est-ce qu'on va donner, en fin de compte, tout à nos ennemis? C'est ça qui est l'enjeu de ces élections. On va revenir sur tous ces sujets dans un instant. Marco Sarabia veut réagir. Alors, d'abord, peut-être que le Premier ministre a le droit légal de continuer, mais à mon avis, il n'a pas le droit moral par rapport aux électeurs. Je pense que c'est immoral de continuer avec une accusation aussi grave de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Deuxième chose, la politique de gauche, la politique de droite, moi je pense qu'il faut d'abord penser aussi à la justice sociale. Et je pense pourquoi je n'entends pas ce mot justice sociale à droite. Parce que c'est un mot qui est peut-être galvaudé, mais c'est justice, tzedek, tzedaka, c'est dans la droite lignée du judaïsme. Alors je voudrais un peu qu'on ramène aux choses importantes vraiment. Et ensuite, pour ce qui concerne le procès, bon... Je pense, à mon avis, que Bibi va démissionner après les élections. Mais ça, c'est pas... Ça, OK, on prendra les paris. Hein. Voilà. Et j'ai une seconde pour dire un petit mot.
Ok. Même 2 secondes. 2 secondes, très bien, excellent. Et je pense qu'il faut redonner l'espoir. Et on nous a parlé justement de croissance ici. Mais en fait, moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est la croissance des prix. Les prix augmentent parce qu'il y a énormément de monopoles en Israël. On va revenir sur les sujets économiques dans un instant. On va revenir sur les sujets économiques un instant. Je voudrais peut-être que Yossi rebondit justement un peu sur ce domaine de justice sociale, puisque c'est aussi un sujet qui est cher à Chasse. Tout à fait. Bon, Chasse est un parti social. On l'a toujours été, on continuera à l'être. Le leader du parti a été, je pense, au sein de ces dernières années, le seul parti qui a mis en place des réformes sociales, que ce soit par exemple sur le plan, je donne un exemple, le ministère de la périphérie, il a transformé ce terme de périphérie géographique en périphérie sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit les camps d'été, l'aide aux enfants, les aides aux devoirs, etc., qui sont sortis par le biais justement de ce ministère, Chasse est là et met du travail sur le terrain. Mis à part ça, l'argent de coalition que Chasse avait reçu à son entrée à l'ancien gouvernement, à plus de 1,4 milliard de shekels qui a été dispersé, que ce soit sur la baisse du transport en commun, sur la baisse de l'eau, sur la baisse de l'électricité. Donc une vraie politique sociale. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous soutenons Benyamin Netanyahou et nous demandons justement à nos électeurs de voter Chasse, tout simplement pour avoir un gouvernement de droite à sa tête, Benyamin Netanyahou, mais en parallèle à ça, avoir un parti social qui fera des réformes sociales et surtout gardera ce pays comme un pays juif. Alors, sur ce sujet, on va donner la parole à Jonathan et ensuite à Yom Tov. Je voudrais d'abord revenir sur moi, ce que je veux éviter à tout prix à mon pays. C'est Al Jazeera faisant tourner en boucle le Premier ministre rentrant au tribunal. Ça, c'est une chose que je ne peux pas imaginer, d'accord ? Même si je le présume volontiers innocent. Imaginez la perte de face pour notre pays. On ne peut pas continuer ça. Et j'ai peut-être une image pour vous donner donc, là-dessus. Imaginez que vous avez quelqu'un dans votre famille qui douche tous les vendredis soirs, et donc quelqu'un que vous respectez beaucoup. Et seulement, il aime beaucoup voyager, et donc il va à Wuhan. Il revient de Wuhan et il vous dit qu'il n'a pas le coronavirus, mais il y a un médecin qui pense qu'il a le coronavirus. Et comme vous lui faites confiance, vous lui dites non, c'est sûr, il n'a pas le coronavirus. Mais je vous pose la question, au prochain Shabbat, est-ce que vous partagez la coupe avec lui ? Donc la personne qui vous demande sa confiance... Je vous réponds tout simplement, je laisserai la possibilité au médecin... C'est quelqu'un qui est accusé d'abus de confiance. Non, mais on a la loi. La loi lui permet au Premier ministre de continuer jusqu'à être accusé au tribunal. Changer la loi, dans votre cas, il faut sortir... Donc en fait, il faut permettre aux juristes de décider à la place du peuple. C'est ça la réalité. Dans tous les pays, ça se passe comme ça. Non, ça se passe pas. Non, c'est faux. Vous venez d'un pays qui s'appelle la France où il y a une immunité présidentielle. Je viens de Belgique. Ah bah voilà, je sais pas. Belgique, il y a un roi, c'est encore pire. On a deux Belges donc avec nous, Yom Tov, pour répondre sur il y a beaucoup de populisme autour de cette question de Netanyahou accusé de la part de Carol Lavan et donc toute la campagne de la gauche autour de ça. Netanyahou a dirigé le pays, je pense, plutôt bien ces dernières années alors qu'il était sous enquête. Et contrairement à ce qu'on croit, l'enquête demande plus de ressources au niveau du temps que le procès lui-même. Puisqu'au niveau du procès, ses avocats vont y aller, lui va devoir apparaître probablement lors de sa contre-enquête. Donc, être enquêté par la police prend plus de temps. C'est-à-dire que si par malheur, M. Gantz, il y a une enquête ouverte contre lui dans le cadre de l'enquête criminelle contre sa société, ça peut arriver à lui. Après tout, il n'était que le président de la société. Il démissionnerait immédiatement. Donc s'il y a une enquête contre M. Gantz, et que M. Gantz est Premier ministre par malheur, il va passer plus de temps à répondre aux enquêteurs que Netanyahou au tribunal. S'il est mis en accusation. Exactement. Donc sur ça, il y a un petit peu de populisme. On en est loin. Le populisme de Carol Lavan à ce niveau-là. Par rapport aux questions sociales qui sont aussi très chères à mon parti, oui au social, non au socialisme. Parce que nous, ce que nous proposons, c'est pas l'idée de Marco et du Parti socialiste et qu'on connaît de la France, c'est pas de... Rien à voir, la France et l'Israël. C'est pas de donner aux gens des aides pour les rendre sous l'assistanat, mais au contraire, leur apprendre à pêcher. Pas leur donner un poisson pour manger un jour, leur apprendre à pêcher pour manger tous les jours. Comment on fait ça ? En quelques secondes, notre politique consiste à aider les petites et moyennes entreprises, à libérer la régulation, à baisser la fiscalité sur les petites et moyennes entreprises pour permettre aux gens d'entreprendre, d'ouvrir les marchés, de battre les monopoles. Et c'est comme ça qu'on augmente les richesses pour tout le pays et aussi pour les plus défavorisés. Alors, pour terminer juste sur ce sujet, on reviendra sur les sujets économiques. Je vois que c'est un sujet qui vous intéresse. On va revenir sur ce sujet dans un instant. Juste pour terminer avec vous, Jonathan Alexandre, l'obstacle de ces élections, l'obstacle pour former une coalition aujourd'hui, c'est Benyamin Netanyahou.
Mais écoute, je pense que les dernières discussions qu'il y a eu pour une coalition ont montré qu'en fait, Carole Lavan n'est pas allergique au Likoud. En fait, c'est la logique même que finalement on arrive à une coalition de ce type, même si je ne peux pas présumer de ce qui va se passer. Je pense également que Netanyahou pourrait démissionner en fait après les élections. S'il le fait, Kol Hakavod, ça libérerait énormément de possibilités au niveau de la coalition et certainement, je pense qu'on n'aurait pas de 4e élection après. Alors, merci pour ce premier sujet. On va passer au deuxième sujet qui concerne la proposition qui a été faite il y a quelques semaines par le président Trump, ce qu'on appelle le deal du siècle, avec donc tout ce que cela comporte. On va faire une nouvelle fois un tour de table, 1 minute chacun pour que vous expliquiez la position de votre parti sur le deal du siècle. On va commencer cette fois-ci par Marco. Très bien. Alors, nous sommes pour le dialogue et pour la concertation. Et les mesures unilatérales, on a vu ce que ça a donné quand le gouvernement du Likoud est sorti de Gaza et quand le gouvernement travailliste est sorti du Liban. Et de manière unilatérale, ça n'a rien résolu. Il a fallu une deuxième guerre, une deuxième guerre du Liban pour pouvoir faire un traité et pour apaiser la frontière nord. Et cet accord a été signé en concertation avec le gouvernement du Liban et sous égide internationale. Et donc, c'est un accord solide, comme les accords d'Oslo. Comme les accords d'Oslo qui ont été signés dans la concertation, et ils sont encore en vigueur, et ils sont en béton. Si vraiment ils étaient une catastrophe, comme mon ami Amir le dit, eh bien, le Premier ministre les aurait annulés depuis longtemps. Mais en fait, il les maintient parce qu'il sait très bien que sans les accords d'Oslo, ce sera le chaos ici. Merci. Yom Tov, sur ce sujet, le plan Trump. Nous considérons que le plan Trump porte en lui une opportunité qu'il faut saisir dès à présent. Et c'est d'appliquer la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée-Samarie, ce qui a été convenu dans le cadre du plan Trump, c'est-à-dire la vallée du Jourdain et les implantations elles-mêmes. La grande réussite de Netanyahou dans le plan Trump est que la souveraineté israélienne n'est pas conditionnée par quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appliquer les autres étapes du plan ou quelconque condition préalable pour appliquer la souveraineté. Donc il faut saisir cette opportunité, c'est une grande réussite de Netanyahou, et il faut saisir d'un autre côté, le plan Trump comporte un danger. C'est la création d'un État palestinien sur 70% de la Judée-Samarie, avec une partie des faubourgs de Jérusalem pour capitale, avec un retrait de zones souveraines d'Israël dans le Negev et dans le désert de Judée. Ça, notre pays est le seul parti autour de cette table, le seul parti à la Knesset qui s'oppose à la création d'un État palestinien de manière la plus totale et la plus claire. Et il faut que notre parti soit assez fort pour que le Premier ministre Netanyahou ait, entre guillemets, un argument face aux Américains, et c'est-à-dire qu'il a Bennett dans sa coalition qui n'acceptera jamais l'État palestinien. Et c'est une carte majeure qui doit être mise entre les mains du Premier ministre Netanyahou, d'avoir un parti dans sa coalition qui est totalement opposé à l'État palestinien. Merci Yom Tov sur ce sujet. Yossi Tayeb du Parti Chasse. Nous, on a été clairs, je pense, tout au long de la campagne, tout au long de l'ancien gouvernement et du prochain. Nous soutenons Benyamin Netanyahou sans aucune condition. Nous lui faisons confiance à 100%. Nous pensons qu'il est aujourd'hui le leader du parti et le représentant du peuple d'Israël entre autres envers l'Amérique et envers le monde entier, et surtout envers ses citoyens. Je pense que Benyamin Netanyahou gérera cette chose-là de la meilleure façon. Nous le soutenons à 100%. En ce qui concerne la création d'un État palestinien, je pense aujourd'hui que les Palestiniens, je doute de leur volonté et de leur capacité de pouvoir venir et accomplir et mettre en avant les conditions qui ont été mises par le gouvernement américain et à sa tête donc le président Trump. À mon avis, à mon humble avis, en aucun cas de figure on pourra voir ici un État palestinien. Les Palestiniens aujourd'hui ne sont pas capables. Et je pense, encore une fois, d'un manque de volonté de leur part de venir et de faire ce qu'il y a lieu de faire pour avoir un État. Amir Weitman du Likoud. Alors là, je rejoins évidemment ce que dit Yossi et Yom Tov sur la question. Alors moi, personnellement, je suis à la droite du Likoud, donc de toute façon, je refuse complètement le concept même d'un État palestinien en Eretz Israël. Alors. Hein? Non. Mais vous savez, la tactique politique de Benjamin Netanyahou depuis qu'il est en politique, c'est pas de dire non, c'est de dire oui, mais de mettre dans le mais tellement de salade qu'en fin de compte, on n'y arrive pas. Ça n'a plus vraiment de signification. Je pense que ça marche relativement bien. Et je pense en effet que
on a aujourd'hui une véritable opportunité pour la première fois, et c'est une réussite extraordinaire de Netanyahou, c'est véritablement de commencer à mettre en œuvre la souveraineté de l'État d'Israël sur une partie de la Judée-Samarie. Donc ça, il faut le faire tout de suite. Ensuite, on verra. Voilà. Pour terminer ce premier tour de table sur cette question, on termine avec Jonathan Alexandre de Kahol Lavan. Ok, donc en fait, nous n'avons pas de soucis majeurs sur le plan Trump, un petit peu finalement comme le Likoud là-dessus. Et la seule chose sur laquelle on est quand même très réticent, c'est le fait que des Israéliens arabes vont être d'un seul coup devenir palestiniens, ceux qui refusent à 8 contre 1 en ce moment, ce qui d'ailleurs est une marque d'allégeance d'une certaine manière à l'État d'Israël. On pense que tous les citoyens d'Israël sont égaux, en fait, y compris les Arabes. Et nous sommes heureux de voir que là-dessus, en fait, le Likoud nous a rejoint de manière plus récente. Absolument. C'est important, que c'est un des points principaux pour nous, quoi. Pour le reste, l'État palestinien, pourquoi pas? C'est une chose qui, personnellement, me laisse un petit peu appréhensif aussi, un peu comme vous tous ici autour de cette table. Ça fera partie d'un débat à la Knesset. C'est ça que le parti Kahol Lavan suggère. Et à la suite de ça, on verra donc ce qu'il en sortira, sachant que pour l'instant, le deal est soumis à de nombreuses conditions que les Palestiniens n'ont pas encore acceptées, hein, quand même, quoi. Très bien. Alors justement, on va repartir sur ce sujet en posant en question. On a vu lors de la présentation du plan Trump que Benjamin Netanyahou était présent, mais il n'y avait aucun représentant palestinien. Est-ce que c'est réaliste de faire ces propositions sans la participation ou sans l'accord des Palestiniens ? Alors justement, à ce sujet, je suis étonné que tous nos partenaires ici soutiennent à peu près plus ou moins le plan Trump, et parce qu'en fait, il est moins avantageux que les accords d'Oslo. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est-à-dire qu'on doit céder des terres du Negev qui sont plus grandes que la bande de Gaza. Alors, excusez-moi, mais entre nous, Rabin, il avait fait mieux. Hein, c'est-à-dire que presque Bibi, il devrait aller demander pardon sur la tombe de Rabin pour avoir critiqué les accords d'Oslo. Pour emmener un plan aussi peu respectable, et en plus sans aucune consultation avec les Palestiniens. Alors, je dis, excusez-moi, ça n'est pas vraiment une réussite. Hein, moi, je suis plutôt d'accord avec Marco. Je suis d'accord que le plan Trump, dans sa partie palestinienne, c'est-à-dire dans sa partie État palestinien, est pire que les accords d'Oslo. C'est pour ça que nous sommes opposés à la partie palestinienne. Il est aussi pire d'ailleurs que le plan Barak à Camp David, pour les gens qui se souviennent. À l'époque, la carte en fait du plan Trump ressemble à la carte de Barak à Camp David, mais sans les échanges de territoire. Barak aussi avait parlé d'annexion de la vallée du Jourdain, etc. Sur ça, on est d'accord. C'est pour ça qu'Yamina existe, et je crois qu'on est les seuls à ce niveau-là à la Knesset à reconnaître ce fait. Mais je ne veux pas non plus jeter la pierre sur le Premier ministre Netanyahou, comme ça a été dit avec Amir. C'est possible que ce sont ses talents de diplomate qui embrouille un peu tout le monde, qui fait croire qu'il est pour un État palestinien pour pouvoir obtenir la souveraineté. J'espère que c'est ce Netanyahou-là qu'on va avoir, et j'imagine que ça sera lié à notre force politique aussi. Amir, sur la souveraineté sur Judée-Samarie, on a attendu que Benjamin Netanyahou fasse un pas ou progresse dans cela. Ça ne s'est pas passé pour le moment. Vous avez vu comme moi, hein, ça ne s'est pas passé malheureusement. Je pense en fait que ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'au sein du gouvernement américain, en fait, ils ont tout d'un coup eu des réticences, ils ont eu peur de faire d'aller trop vite avant les élections, ils ont demandé en fait de repousser. Et vu que les relations quand même avec le gouvernement américain sont extrêmement importantes, alors Netanyahou a grosso modo accepté de repousser la mise en place de l'annexion de la vallée du Jourdain et des villages et villes juifs en Judée-Samarie pour après les élections. Il faut espérer que ça pourra être fait dans la réalité, pas que ce soit simplement une promesse. Et Jonathan Alexandre de Kahol Lavan. Moi, je suis d'accord que le plan est assez proche, finalement, de ce qu'on a vu dans Oslo. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Mais c'est un processus. Donc, comme on l'a dit bien précisément, c'est une chose qui va être débattue à la Knesset. Qui sait ce qui en sortira? Il y a eu beaucoup de plans par la suite. Il faut laisser du temps au temps là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet principal des élections, en réalité. Et aussi, vous voulez rajouter quelque chose? Je vais juste rajouter quelque chose. Je pense que le seul leader de parti qui, le lendemain de cette déclaration, est descendu en Judée-Samarie et a déclaré d'une voix ouverte et haute qu'il était pour l'annexion de la Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain. Le seul leader du parti OG est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, qui a déjà mis en place une ouverture d'un département de toutes les municipalités de Judée-Samarie, justement pour déclencher cette chose sur le terrain et ne pas attendre justement est-ce que Benjamin Netanyahou le fait pas. Il l'ouvre déjà au sein du ministère de l'Intérieur
ce département pour justement ces municipalités. Yom Tov chasse plus à droite que Yamina, visiblement. Il faut chez Baalei Tchouva, on dit, vous connaissez la phrase, là où les gens qui ont fait Tchouva se tiennent, alors on ne peut que les féliciter. Ari Ederi, artisan d'Oslo, aujourd'hui veut être plus à droite que Yamina, moi je ne peux que les varer, je ne peux que l'en féliciter. Et qu'on voit ça aussi dans les faits, qu'ils soient avec nous lors des votes, et lorsqu'on veut voter des constructions d'implantation, des budgets pour les implantations, agrandir ces villages. Vous parlez du plan Trump, le plan Trump laisse une bonne partie des implantations en enclave en territoire palestinien, 15 implantations, peut-être parmi nos téléspectateurs, il y en a qui habitent Karmetsour ou qui habitent Neve Tzouf, Ateret, dans le Shomron, tout un tas de villages qui vont se retrouver enclavés dans un océan arabe. On ne veut surtout pas arriver à ça, et pour empêcher ça, il faut qu'avec Chasse, j'espère, et Yamina, on soit assez fort pour construire dans ces villages. Yamina va faire pression justement sur Benyamin Netanyahou pour qu'il ait la souveraineté sur ces territoires. Si vous voulez, c'est presque toute notre raison d'être. Regardez l'histoire de ce pays. En 2009, Netanyahou a fait le discours de Bar-Ilan, 2 États pour 2 peuples. Il a gelé la construction des implantations. Il a libéré 1000 terroristes. En 2013, Bennett, Shaked rentrent au gouvernement et ont pris le gouvernement Netanyahou et ont changé la boussole, l'ont tourné vers la droite. Depuis, il n'y a plus de libération de terroristes. Depuis, il n'y a plus de gel d'implantation. Depuis, on parle de plus en plus de souveraineté et de moins en moins d'État palestinien. Et on a besoin d'être assez fort pour continuer cette mise à droite du gouvernement. Et ça, c'est lié essentiellement à notre force politique. Oui. Pour terminer, Marco, pour un tango, il faut être 2. Et visiblement, de l'autre côté, on n'a pas vraiment de partenaire. Alors, pour la vérité historique, je voudrais rappeler que la formule « il n'y a pas de partenaire » a été trouvée par Ehud Barak quand il a poussé Arafat dans ses derniers retranchements. Il a voulu prouver au monde que Arafat ne voulait pas la paix. Mais depuis, les choses ont changé et il y a un autre partenaire qui est Abou Mazen, qui est très modéré à mon avis et qui n'a rien à voir avec Arafat, qui était un homme de guerre. Et qui a refusé le plan Trump. Et qui a refusé le plan Trump. Et qui finance les terroristes. Parce qu'on ne l'a pas questionné. Parce qu'il n'a pas été mêlé à l'élaboration du plan Trump. À partir du moment où on l'aurait mêlé, même Arafat a signé les accords d'Oslo. Ça veut dire qu'Abou Mazen, a fortiori, aurait signé un plan intéressant pour Israël. Je pense que la paix est l'intérêt d'Israël. Ça n'est pas l'intérêt des Palestiniens, peut-être, mais c'est l'intérêt d'Israël. Donc nous devons aller vers la paix et vers un État palestinien. Nous séparer d'eux, parce qu'on doit garder le caractère juif d'Israël. On ne doit pas englober encore des millions d'Arabes. Et déjà, je vois, il y a quelques partis chez nous qui pensent que les Arabes ne sont pas légitimes et donc faire une coalition avec eux n'est pas légitime. Donc vous voulez rajouter, en plus des 2 millions d'Arabes qui ne sont pas légitimes, vous voulez rajouter 3 millions de Judée-Samarie. Excusez-moi, et il y a une petite contradiction. Justement, sur cette question, on a beaucoup parlé d'une possibilité d'un appui des pays arabes, des partis arabes pour le parti Kahol Lavan. Où on en est sur ça ? Alors, je ne sais pas combien de fois Benny Gantz va devoir répéter que nous ne ferons pas de coalition avec la Joint List et puis c'est tout. Alors comment c'est clair. Alors comment faire coalition il y a des mathématiques. Il y a des tas de coalitions possibles en dehors de la Joint List quand même. Il y a beaucoup de partis qui ne sont pas la Joint List autour de cette table. Et nous verrons. Il y a pour le moment un bloc de droite qui est, comme l'a dit Benny Gantz, un bloc de glace en quelque sorte. Mais la glace, ça fond très vite. Qui a été re-signé et il continuera à y être. Ça fond très vite. Qui sait ce qui va se passer après les élections ? Donc en fait, c'est trop tôt pour le dire. Mais je répète encore une fois, et je ne fais que répéter les lignes du parti, que nous répétons ad nauseam, nous ne ferons pas de coalition avec la Joint List. Vous ne ferez pas de coalition, mais c'est possible que la liste arabe soutienne Kahol Lavan en ne votant pas. C'est possible, c'est sûr. C'est quelque chose qui a été décidé. Si quelqu'un avec qui nous ne sommes pas d'accord, nous ne travaillons pas, décide d'approuver un gouvernement, c'est le problème. Mais ils sont légitimes, arrêtez de dire qu'est-ce que c'est comme si c'était... Non, les gens qui soutiennent le terrorisme ne sont pas légitimes. Les citoyens arabes sont légitimes. Leur soutien le terrorisme. Ils sont légitimes. Les Arabes sont légitimes, mais les religieux, les orthodoxes ne le sont pas. Ils soutiennent le terrorisme. Matibi et pas Yazbek. Vos propos ont des relents racistes, excusez-moi. Non, pas du tout, ils soutiennent le terrorisme, ce sont des terroristes. Le racisme, c'est de mélanger les représentants. C'est de prendre les Arabes et penser que c'est tous pareils. Alors moi, je fais une différence entre Ahmad Tibi et Hiba Yazbek, qui sont des députés arabes qui ne reconnaissent pas le caractère juif et démocratique de l'État et qui soutiennent le terrorisme. Je vous rappelle qu'Hiba Yazbek soutient Samir Kuntar, qui a assassiné une famille dans le nord du pays. Je ne mélange pas Ahmad Tibi avec
l'arabe lambda ou le citoyen arabe israélien qui est lui tout à fait Mais ils ont choisi leurs représentants. Et je pourrais dire aussi que parmi vos électeurs, il y a des fascistes, il y a des gens qui sont très heureux d'avoir eu Kahana et d'avoir eu Baruch Goldstein. Alors, excusez-moi, parmi vos électeurs, alors vous faites aussi la différence avec vos électeurs? Vous ne représentez pas vos électeurs? C'est ça que vous me dites. Ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas faire coalition avec des députés arabes qui appellent à la destruction de l'État d'Israël. Et cela ne remet pas en cause le fait que les citoyens sont légitimes. Amir du Likoud. Non, moi j'aimerais quand même dire qu'ils ont tout à fait le droit de choisir qui ils ont envie, qui veulent. Okay. Mais le choix a des conséquences, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir à la Knesset, déjà c'est complètement anormal que ces gens puissent même se présenter à la Knesset, c'est scandaleux, d'accord? Iba Yazbek, sa place est en prison et nulle part ailleurs. Ahmad, elle doit être en prison, nulle part ailleurs. Ahmad Tibi, c'était le conseiller d'Arafat. Ces gens-là n'ont pas l'intérêt... certainement pas de l'État d'Israël en tête, mais ces gens refusent de reconnaître la légitimité de notre présence. Et quand je dis notre présence, c'est la vôtre aussi, Marco. De notre présence en Eretz Israël. Ces gens avoir un gouvernement qui va être soutenu par ces gens est une honte. Une honte. Et j'ose espérer, mais je me fais aucune illusion, mais j'ose espérer que le minimum de morale qui reste parmi une certaine partie, on va dire, du centre... Vous parlez de morale. Ne va pas permettre de créer un gouvernement sur cette base. Voilà, nous sommes... Jonathan. Nous n'approuvons certainement pas tous les membres de la Knesset de la Joint List, forcément. Mais ceci dit, les citoyens arabes, en général, sont bien entendu légitimes. Et ce à quoi nous nous opposons avec force, c'est la délégitimation des citoyens arabes eux-mêmes. Ce que j'entends trop souvent, effectivement, dans la campagne électorale, ça m'est arrivé, vous savez, moi je suis au niveau où je distribue des flyers, donc à Machane Yehuda, je suis tombé sur certains de vos électeurs, ça ne rend pas... C'est nos électeurs, ils l'ont dit, donc ça ne rend pas fier, si on veut dire. Les opinions qu'ils ont parfois sont décevantes, si on peut dire comme ça. Là encore, il y a j'en parle pas avec violence, mais c'est décevant. Mes électeurs, les électeurs de mon parti sont en grande partie les habitants de Judée-Samarie, ce sont ceux qui vivent avec les Arabes au quotidien, ce sont ceux qui font leurs courses à Rami Lévi, à Char, Binyamin, et ce sont ceux qui voient le plus d'Arabes dans leur vie. Justement, je pense que ce sont probablement les gens les moins racistes. C'est pas les électeurs de Mifleget Avoda qui habitent à Ramat Aviv Gimel et qui n'ont jamais vu un Arabe de leur vie. C'est pour ça qu'ils ont tellement envie de créer cet État palestinien et de mettre les Arabes derrière un mur pour ne pas les voir. C'est ça la différence. C'est vous qui voulez les mettre derrière un jour, il y a un député arabe de la Knesset qui a dit une grande vérité sur la gauche israélienne. Dans la dernière Knesset. Il a dit comme ça, il parlait de Stav Shafir. Il est légitime, ce député arabe? Alors justement, non, mais ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Il a dit comme ça, il a dit... Moi, je préfère les députés de droite aux députés de gauche. Il parlait de la députée Stav Shafir qui ne lui disait même pas bonjour, députée travailliste. Il dit parce que vous savez, la gauche israélienne, elle a construit ses kibbutzim, peut-être ton kibbutz, Marco, je ne sais pas, à la place des villages arabes qui étaient là avant 48, alors que la droite, elle a été construire les Yishuvim à côté des villages arabes. C'est toute la différence entre la droite et la gauche. Un racisme, parler de racisme, je pense qu'au niveau historique, des citoyens, je crois que les profondeurs du racisme envers les Arabes, on les trouve plus dans certains milieux de gauche que plutôt à droite. On laisse répondre Marco et on termine sur ça. Et en Judée-Samarie, il y a deux sortes de populations. Une population qui est libre de ses mouvements, et une autre population qui doit passer des barrages, dont les enfants ne voient jamais la mer. Eh bien, ce sont les Palestiniens. Et vous les côtoyez peut-être, mais ça ne vous dérange pas que ce sont des gens sans droit et sans aucune liberté. Ça vous dérange pas que vous imposez votre loi à des gens qui ne vous veulent pas, et ils vous construisent peut-être vos maisons, peut-être qu'ils viennent travailler dans vos supermarchés, mais ils n'ont pas vos droits. Ils n'ont pas vos droits. Alors, vous êtes en politique d'apartheid dans les territoires. Non, alors justement, les barrages, vous savez quand ça a commencé? Oui. Vous savez quand ça a commencé, les barrages en Judée-Samarie? Vous savez qui a mis les premiers barrages en Judée-Samarie? C'est Rabin. La gauche, les accords d'Oslo. Vous savez pourquoi ils sont là, ces barrages? Parce qu'une bande, excuse-moi de dire, une bande de terroristes a été prise par la gauche israélienne à Tunis. On les a mis pour gérer ici, Arafat et ses sbires, pour gérer ici cette population, et les a transformés en terroristes. Il n'y avait pas de barrage avant Oslo. Ah oui. Il n'y avait pas de barrage avant Oslo. Avant Oslo, les habitants de Bethel... Vous avez oublié la première intifada, monsieur. Vous avez oublié la première intifada, avec tous les morts qu'il y a eu. Les barrages sont le fruit du terrorisme. Les accords d'Oslo. Alors, ne transformez pas l'histoire. Non, attendez. Là, non, je suis obligé de corriger. Vous avez dit une erreur historique. Les accords d'Oslo ont mis fin à la première intifada. Non, elle était morte déjà.
ils ont mis la fin à la première intifada. C'est la guerre du Golfe. Non, vous verrez, je défie tous les électeurs de vérifier cette donnée historique que la première intifada a pris fin avec les accords d'Oslo. Et ce qui a déclenché les attentats après les accords d'Oslo, c'est l'attentat de Baruch Goldstein, dont les admirateurs sont parmi vos électeurs. Ça aussi, c'est un c'est un débat, mais j'aimerais juste dire un petit mot. Juste un petit mot. Pas parce qu'on dit un mensonge 10 fois qu'il va être vrai. Non, mais je vois juste un petit mot. Voilà, juste un petit mot, une seconde, parce que en fait, je vois que Marco sort du second. Pour défendre des Arabes, et alors que... Non, pour défendre... Une seconde. Non, Marco, c'est pas je défends pas les Arabes. Une seconde, je défends mais laissez-moi terminer mes propos. De l'État d'Israël. D'accord. Excusez-moi. Alors, maintenant, en parallèle à ça, je vois des partis, comme par exemple Israël Beiteinu, ou même peut-être certains représentants de Kahol Lavan, qui extraient les partis religieux, voire orthodoxes, des citoyens israéliens. Pas nous. Attendez. Certainement, nous et ça ne vous fait pas sortir de vos gonds, Marco. Donc, la question est, est-ce que vraiment ce qui vous intéresse, c'est le pays d'Israël, les citoyens d'Israël dans leur totalité, ou alors c'est juste les Arabes israéliens? Pourquoi? Parce que c'est très populaire aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut dire sur un plateau. Voilà, on va passer à un autre sujet, parce que ce débat pourrait certainement continuer. Pas les religieux de notre parti, d'accord. Il n'y a qu'à me regarder. Vous allez quand même avec Lieberman. On va passer à un autre sujet, parce que ce débat pourrait continuer encore beaucoup. On va passer au sujet économique et social, et je voudrais que chacun d'entre vous, pendant 1 minute, donne les grandes lignes de votre parti concernant ces sujets. On commence avec Amir, cette fois-ci. Bon, alors le Likoud, cette fois-ci, ce qu'il n'avait pas fait dans les élections précédentes, a mis sur la table un vrai programme économique. Le Premier ministre Netanyahou a nommé Nir Barkat, qui était l'ancien maire de Jérusalem, comme étant le ministre des Finances désigné, si nous arrivons à créer un gouvernement, avec 2 lignes de force. La première ligne de force, c'est faire baisser les tarifs à l'importation et la régulation de manière générale, de manière en fait à faire baisser le coût de la vie. D'accord ? On sait que les tarifs à l'importation sont des choses qui existent depuis des dizaines d'années. Alors le Likoud, on peut lui en vouloir. Le deuxième et point. la deuxième chose, c'est là, dans le domaine de l'agricole, c'est de permettre enfin d'ouvrir le marché à la libre importation et de remplacer ça avec une subvention directe des agriculteurs. Très bien. Yom Tov, les grandes lignes du parti Yamina concernant les questions économiques et sociales. Oui, alors de manière claire, on veut, comme je disais tout à l'heure, on veut aider les petites et moyennes entreprises. On veut pousser à l'entrepreneuriat. Okay, on ne veut pas jeter des allocations sur les gens. Au contraire, on veut que les gens créent des richesses. Et pour cela, ce qu'il faut faire, c'est arrêter avec cette régulation qui étouffe les entreprises. Ayelet Shaked prend souvent l'exemple. Un restaurateur en Israël, pour ouvrir un restaurant, il lui faut 80 documents. 80 faciles à remplir pour avoir l'autorisation d'ouvrir un restaurant. C'est quelque chose qui est complètement incohérent. Il faut briser les monopoles. Pour briser les monopoles, il ne faut pas dépendre de groupes de pression. Et malheureusement, ça a été le cas un peu au Likoud ces dernières années. Il y a des groupes de pression. On n'a pas Uber aujourd'hui parce qu'on a les chauffeurs de taxi qui font pression sur le Likoud. Nous, grâce à Dieu, notre parti ne dépend d'aucun grand syndicat, aucun groupe de pression. Donc on est plus libre à ce niveau-là. Bennett lui-même, par le passé, a libéré le monopole du ciment, du Mellet avec Necher. Il a ouvert aussi les universités aux universités privées. Donc il faut pousser à l'entrepreneuriat, continuer les réformes qu'on a menées pour aider les périphéries. Un dernier point, on a dans notre liste Shirley Pinto, qui est sourde-muette et qui a un symbole de ce qu'on porte. C'est-à-dire qu'elle est évidemment handicapée, elle veut représenter les personnes handicapées, mais pas... il faut augmenter évidemment les aides aux handicapés, mais pas seulement. Il faut permettre aux handicapés d'être présents dans le marché du travail, en poussant l'entrepreneuriat, et en poussant aussi les entreprises à intégrer des handicapés dans le monde du travail. C'est ça toute l'idéologie de notre parti, faire pousser les gens par en bas pour le bien de tous. Marco, c'est un sujet important pour le Parti travailliste. Oui, alors je suis très étonné de voir tout d'un coup qu'on se réveille après 11 ans où la vie n'a fait qu'augmenter. On va faire un débat. Le niveau de vie a augmenté considérablement. On fera le débat après, mais les lignes d'abord de votre parti. Ok. Alors, nous voulons traiter les monopoles. Il y a des dizaines de monopoles en Israël. Alors il faut choisir. Soit introduire de la concurrence, soit contrôler les prix. Mais ce qui se passe actuellement,
actuellement, c'est qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors donc, les prix ne cessent d'augmenter. Nous voulons de la justice sociale, investir dans l'éducation. Et l'éducation, c'est du long terme. Et nous pensons qu'il faut arrêter avec l'impression d'urgence, toujours, qu'il faut traiter les problèmes pour le lendemain. Il faut aussi parler du long terme. Et le long terme, c'est la santé, c'est l'éducation. Nous voulons un salaire minimum à 6 000 shekels. Nous voulons une pension de vieillesse à 6 000 shekels. Et nous voulons une pension d'invalidité à 6 000 shekels. Parce qu'il faut vivre dignement dans le pays d'Israël. Très bien. On passe maintenant à Jonathan du parti Kahol Lavan. Ok, donc en fait, le constat est assez similaire. C'est-à-dire que nous sommes soi-disant dans un État libéral, mais en fait pas du tout. Il y a énormément de monopoles qui mettent l'Israélien en coupe réglée. 34% des travailleurs en ce moment travaillent au salaire minimum, 23,12 shekels de l'heure. 34%. Ce chiffre est en augmentation constante. 23, c'est 29,3. C'est 23,12. J'ai pris les chiffres sur le ministère du Travail. Enfin, de toute façon, 33,7% sont au salaire minimum en ce moment. D'accord ? Qu'est-ce que préconise le parti Kahol Lavan ? Tout d'abord, la fin des monopoles, ça c'est tout à fait clair. En fait, en particulier des grandes entreprises. Par exemple, prenez Tnuva. Tnuva, c'est 90% du marché de lait en Israël. Et on avait vu les problèmes que nous avons rien que pour trouver du beurre, par exemple. Donc, on va trouver des solutions à ça, des solutions concrètes. En ce qui concerne l'inégalité, si nous avons une telle inégalité, tellement de gens qui ont des petits salaires, c'est à cause de la productivité qui est très basse, et la productivité est basse parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et l'éducation, c'est un des thèmes majeurs de Kahol Lavan. Très bien, merci. On termine ce tour de table avec Yossi. Je vais rejoindre les propos du Likoud. On est, je pense, sur la même ligne. Jusqu'en parallèle à ça, Chasse, justement, est là pour recadrer Benyamin Netanyahou, pour que ces réformes-là que propose le Likoud et Yemina ne soient pas sur le dos, justement, de ce public socio-économie très bas, qu'on puisse continuer à leur donner, des allocations pour qu'ils puissent continuer à vivre. En parallèle à ça, je pense que le leader du parti a été, et le parti Chasse, a été celui qui a fait en sorte d'élever justement le salaire minimum de plus de 1000 shekels. Le leader du parti s'est avancé dans son programme vers le prochain gouvernement d'élever le salaire minimum à 1000 shekels supplémentaires pour les années à venir. En parallèle à ça, bien entendu, comme je l'ai dit auparavant, le parti Chasse est là, que ce soit sur le ministère de la périphérie, qui a transformé justement cette périphérie géographique en périphérie sociale pour pouvoir donner ce soutien à ce public socio-économique bas. Alors, merci. Petit débat autour de ça. On a l'impression que vous êtes plus ou moins tous d'accord sur les mesures à prendre, mais on voit dans la réalité quand même que les choses n'avancent pas, qu'il y a des gros problèmes au niveau du système de la santé, il y a encore beaucoup de précarité. Pourquoi ça reste encore bloqué ? Alors justement, ce qu'on n'a pas fait en 11 ans, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup on va le faire. Et donc je propose un changement radical. Donc il faut vraiment l'alternance à mon avis, parce que même Chasse, avec tout le respect que je dois à Chasse, et vous n'avez pas soutenu nos mesures sociales pendant toutes ces années. On a supplié pour augmenter la retraite, pour augmenter la pension des handicapés, et ça n'a pas été augmenté, peut-être de quelques shekels. Ça a été augmenté énormément, malheureusement. Mais indexé au cours de la vie, non, ça a été beaucoup plus que ça. Non. Et c'est une catastrophe. Moi, je pense que c'est pas du tout bien. C'est pas une catastrophe. C'est comme si vous parliez que vous faisiez l'aumône à des gens handicapés. Non, c'est pas une catastrophe. Il faut un peu plus de décence. Il faut vivre décemment dans ce pays. Et ça n'est pas une honte de vouloir un peu de justice sociale. Alors évidemment, la théorie capitaliste, elle pense que si on enrichit les manias, les grandes sociétés, alors ça va venir par se répercuter dans les classes défavorisées. Mais la vérité est que l'argent reste en haut et il ne descend pas en bas. Et donc, moi je pense que Chasse devrait le premier avoir depuis longtemps quitté cette coalition, parce que cette coalition a touché les classes défavorisées depuis tant d'années. Et je suis étonné même. On va donner le droit de réponse à Amir Weitman pour le Likoud, et ensuite ça sera... Alors d'abord, le niveau de vie en Israël a quand même augmenté de manière considérable ces 10 dernières années. Chacun peut regarder les statistiques pour tout le monde. La moyenne. C'est vrai que c'est en moyenne, et c'est vrai que les classes défavorisées ont augmenté plus que les classes favorisées, puisque en fait les indices d'inégalité se sont resserrés. Donc c'est vrai que les gens riches ont gagné moins relativement que les gens pas riches. C'est vrai, j'admets. J'admets aussi qu'Israël est tout de même le pays occidental où le nombre de millionnaires
est en augmentation la plus importante statistiquement. Ça, je le viens de mon domaine professionnel. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Israël, il y a une explosion du high-tech et tout. Et ça, c'est lié au fait que, grâce à Dieu, le high-tech est le seul endroit de l'économie israélienne qui est loin de la régulation gouvernementale. Donc, les gens sont libres de faire à peu près ce qu'ils veulent. Et donc, le génie juif, en fait, est en marche et donc ça marche. Mais la réalité, c'est que il y a la politique économique qui a été mise en place ces 10 dernières années, grosso modo, c'est ce que j'appellerais une politique conservatrice. En d'autres termes, ça va dans la bonne direction, mais doucement et lentement. Et c'est vrai que ça ne va pas assez vite, qu'il faut supprimer complètement toutes les taxes à l'importation, il faut supprimer complètement la régulation, même si il y a des pas qui ont été faits dans la bonne direction. Mais ce qu'il faut quand même penser, c'est que le Parti travailliste, c'est un parti qui a un programme de dépenses publiques de dizaines et de dizaines de milliards de shekels par an, et que tout ça, évidemment, il faudra le payer, ce qui voudra dire mettre des impôts... Vous amenez un déficit de 40 milliards. Non. Alors, mettre des impôts dramatiques sur le dos des ménages israéliens. Et il faut aussi dire que Benny Gantz a dit lui-même, la dernière fois, avant les précédentes élections, que si vous voulez mettre en place le programme électoral du Parti travailliste et de Meretz, il faut voter pour Kahol Lavan. Donc le choix, il est clair. Est-ce qu'on a une coalition de gauche avec une politique socialiste qui va causer des dégâts économiques et sociaux dramatiques à Israël, ou alors continuer dans la voie qui, depuis ces dernières 10 ans, a grosso modo permis à Israël de croître, et j'espère qu'on va pousser Israël encore plus dans cette direction. Alors Yossi Taïeb d'abord pour Chasse et ensuite Jonathan de Kahol Lavan. Juste pour répliquer à Marco, je pense que le parti Chasse, le seul député aujourd'hui à la Knesset qui se bat justement pour mettre en place des programmes au sein de la société d'électricité pour que justement ces handicapés puissent venir travailler. Un programme qui a été mis en place pour les aveugles. Il y a ce fameux soldat qui avait été blessé, qui avait perdu sa vue, qui aujourd'hui dirige tout ce programme au sein de la société d'électricité. C'est justement le député Michael Malkieli qui s'est battu, continue à se battre au sein du comité pour justement mettre en place ces choses-là. Je pense que ce sont des réformes sociales fortes que le parti Chasse mène. Donc oui, on est là sur le terrain, on se bat. Peut-être il y a encore énormément à faire, énormément d'efforts, je suis tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle on veut être à la droite du Likoud, avec à sa tête un gouvernement de droite et à sa tête Benyamin Netanyahou, pour pouvoir justement régler et recadrer le Likoud, pour pouvoir mettre en place justement ces réformes le plus vite possible. Jonathan, la partie... Juste en réponse à Amir, en fait, donc Benny Gantz a dit effectivement qu'il était plutôt à droite sur la sécurité, plutôt à gauche sur les questions de justice sociale, donc ça c'est tout à fait exact. Ça ne veut pas dire que... Ça veut dire qu'il y a effectivement un problème de financement de toutes ces mesures, bien sûr. Ça veut dire, en ce moment, l'État dépense en ce moment environ 40% du PNB, en fait, dans ce pays, alors que c'est 58% en France. Il y a une marge. Comment récupérer cette marge ? En Suisse, il y a des tas d'économies à faire. Et il faut faire de ce pays la Suisse, bien sûr. Alors il faut descendre. Ce pays est la terre promise. Ce pays est la terre promise. Je crois comme vous, mais ce n'est pas le paradis. Il faut encore beaucoup travailler là-dessus. Il faut bosser encore beaucoup. Et nous allons devoir beaucoup bosser. Il y a beaucoup de gaspillage. La première chose que nous allons faire, par exemple, c'est vendre un certain avion. Le Premier ministre, ça, 900 millions de shekels. C'est de la démagogie à deux bases. C'est tous les pays du monde, les premiers ministres et les présidents de tous les pays du monde, certainement dans un pays qui a des problèmes de sécurité comme Israël, le président a un Air Force One d'une manière ou d'une autre. J'ai pensé quelques centaines de millions, en plus de ça ensuite, ce qui permet de faire des économies, puisque chaque vol ensuite ne coûte plus rien. J'ai à votre disposition. C'est de la démagogie à deux balles. J'ai à votre disposition. Le budget de l'État d'Israël, c'est de 450 milliards de dollars, de shekels. Vous me parlez d'une dépense one-off de 0,2% du budget de l'État. Moi, ça, c'est tout à fait la différence entre faire une politique. Ça, c'est les campaigneurs de Kahol Lavan. Une politique qui fait des spins à 2 balles, cheap, vraiment. Alors, ce que je voudrais dire sur les questions économiques, sur la caricature. On revient sur les questions économiques, comme sur les questions de sécurité. Dans ce pays, on a essayé la gauche, on a essayé la droite. Sur les questions de sécurité, la gauche nous a menés aux attentats et au fait qu'on n'était pas en sécurité. Vous pouvez voir de manière claire le nombre de morts dans ce pays quand c'était un gouvernement de gauche est toujours beaucoup plus important sur tous les graphes. Pareil au niveau économique, comparer la croissance économique de ce pays, et y compris la croissance du salaire minimum de ce pays sous les gouvernements de gauche
face au gouvernement de droite, l'économie. Et ça, c'est un truc statistique qu'on peut tous vérifier. Allez comparer les années Rabin, les années Pérez, ou même les années Olmert, aux années Netanyahou, qu'on me dit les choses comme elles sont, l'économie va mieux. Maintenant, ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans un néolibéralisme ou dans un capitalisme, comment dire en hébreu, chaziri. C'est pas notre position. Il faut baisser la régulation, battre les monopoles, oui, faire du social, oui, construire par exemple en Judée-Samarie ce que nous proposons, construire 100 000 unités de logement dans la région de l'ouest du Shomron. C'est un projet que porte notre parti. Il y a là-bas des terrains vides. Et maintenant, en plus, le plan Trump nous donne la souveraineté sur ces régions. 100 000 unités de logement là-bas, un 4 pièces, coûterait, selon nos calculs, aux alentours de 900 000 shekels, et c'est à 25-30 minutes du centre du pays, de Tel Aviv et des grands centres industriels du pays. Donc ça, oui, ça, c'est aussi du social, parce que construire des appartements pour les jeunes couples, c'est aussi du social. On est, comme je dis, on est, je crois, le seul parti à avoir une handicapée en place éligible, peut-être avec Guilon de Meretz, je ne sais plus quel numéro il est, mais Shirley Pinto, qui, elle, va aussi apporter ces mesures. On est pour, oui, l'augmentation de l'allocation handicapée, certes, mais en parallèle, on veut que les handicapés puissent aller travailler et s'ouvrir dans le monde du travail. C'est ça, Yemina, créer cet équilibre entre une politique sociale et aussi une politique économique efficace, et surtout pas tomber dans la politique de gauche. Très socialiste. Bien. On va terminer sur ce sujet et passer à la dernière question avant que vous donniez la possibilité de persuader les auditeurs de Studio Kelita de voter pour votre parti. Le dernier sujet, c'est un sujet qui nous est cher ici à Kelita, c'est tout ce qui concerne la Aliyah et la Klita, plus particulièrement aussi la Aliyah et la Klita des Olim de France, mais pas seulement. Quelles sont les différentes mesures que prendra votre parti s'il est représenté, bien entendu, au gouvernement concernant la Aliyah et la Klita? Et on commence cette fois-ci par Yom Tov. Oui, alors je pense que, on le sait maintenant, mon parti Yamina, avec Naftali Bennett a été nommé en décembre 2018 au gouvernement par l'époque le gouvernement Netanyahou, le dernier gouvernement qui était encore en place avant les élections. Il a été nommé à la tête d'une commission interministérielle par le Premier ministre Netanyahou pour écrire un plan d'intégration pour les Olim de France. Il a été nommé à sa demande et Bennett a fait cette demande à Netanyahou. Netanyahou a accepté et a mis en place cette commission avec le ministère des Finances, avec d'autres ministères, et a travaillé avec les associations francophones, y compris avec Kalita, pour écrire un plan majeur. C'est la première fois qu'un vrai plan majeur a été écrit pour les Olim francophones. C'est ce plan que nous portons. Après, évidemment, le gouvernement est tombé, c'est parti en élection. Donc ce plan maintenant fait partie de notre plateforme électorale. C'est écrit noir sur blanc dans notre plateforme électorale. Ça consiste, on parle de budget de 80 à 100 millions de shekels qui doivent être investis dans l'Aliyah. On parle de sortir du ministère de l'intégration, je finis avec ça, de sortir du ministère de l'intégration le sujet de l'Aliyah francophone et de créer une administration indépendante sur le mode de Nefesh Benefesh qui existe pour les anglo-saxons pour gérer tous les problèmes de manière spécifique, les problèmes de l'Aliyah francophone. C'est très important. Bennett, il y a quelques jours, nous a répété que dans les accords de coalition les petites négociations qui ont été menées entre les différentes élections, il a remis ça sur la table et ses compères se sont presque moqués de lui. Ils ont dit tu veux pas lâcher, t'es français, t'es francophone avec ton plan. Il a dit non, je lâche pas, je veux que ce plan soit dans les accords de coalition et sur ça on peut lui faire confiance. Yossi Tayeb, chasse et les sujets de Aliyah et Klita. Je pense qu'on a été clair. Nous avons réclamé pendant ces 2 premiers scrutins le ministère de l'Intégration. Nous continuons à réclamer le ministère de l'Intégration. Je pense que c'est un des sujets justement de ce clash avec Lieberman qui, jusqu'à ce jour, nous parlons d'un ministère qui est devenu une agence d'Israël Beitenu, un ministère russophone. Chasse réclame le ministère de l'Intégration avec des programmes, que ce soit éducatifs, l'emploi, construction de communautés, tout ce dont le public francophone a besoin pour être intégré en Israël. Le public francophone, et me l'a dit le leader du parti Arie Deri, est aujourd'hui une aliyah massive et elle va ne faire qu'augmenter. C'est une aliyah de qualité qui a beaucoup amené à l'État d'Israël, que ce soit sur le plan économique, que sur le plan du judaïsme. Quand je parle du judaïsme, c'est justement cette vie communautaire qu'on a eu, sur lequel on a tous vécu ici autour de la table, en France, où l'endroit de la synagogue était aussi l'endroit de ces activités extrascolaires, les salles de fête, etc. Cette vie communautaire que nous avons vécue en France, nous voulons la mettre ici en Israël à l'accompli pour pouvoir justement donner à ces Olim de France leur repère quand ils arrivent ici en Israël. Amir, du Likoud. Eh bien, moi j'aimerais quand même dire que la première chose, pour qu'on puisse faire venir l'Aliyah de France, ou d'ailleurs de tout le monde occidental, c'est qu'Israël soit un pays qui soit sûr et prospère.
Ça, c'est qu'il ne faudrait pas oublier, parce que les programmes, on va dire, circonstanciels qui touchent à la communauté francophone, c'est fantastique, je suis tout à fait pour, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est qu'Israël soit un pays qui soit attractif. Il faut que quand les gens quittent la France et qu'ils viennent en Israël, qu'ils aient un travail, qu'ils aient des écoles de qualité pour leurs enfants, mais surtout, qu'ils aient un travail où ils puissent gagner leur vie correctement. Donc la chose la plus importante, et je le répète, c'est de faire en sorte que nous puissions continuer sur une voie où Israël soit un pays prospère. Tout le reste, sans évidemment nier l'importance des programmes circonstanciels dont vous avez parlé, leur importance est claire, mais l'essentiel, c'est d'avoir une politique qui permette la croissance et permette la prospérité économique et sociale de ce pays. Voilà. Jonathan Alexandre, je rejoins assez bien l'idée qu'en fait, plutôt que des petits programmes aidant les Olim de tel pays ou de tel pays, moi je viens de Belgique, etc., le mieux c'est quand même de se battre contre l'inégalité au départ. Très souvent, des Français qui arrivent ici à Tel Aviv, j'en ai vu de Olim Radachim, qui me disent « on nous prend notre argent ». On nous prend notre argent. Le pays est maintenant le 8e pays le plus cher au monde. Et pour nous, principalement, c'est ça, probablement, la priorité, c'est réduire les inégalités. C'est aider donc les gens qui sont obligés de travailler au salaire minimum dont on parlait tout à l'heure, essayer de faire en sorte qu'il y ait une productivité plus grande dans l'entreprise, se battre contre les monopoles. Et tout ça rendra le pays plus attractif, avec bien sûr aussi une amélioration de la sécurité. Marco, sur les sujets de Klita et Aliyah. Alors, évidemment, le pays d'Israël se base sur l'Aliyah. Il est nourri de l'Aliyah et c'est dans ses statuts, dans sa déclaration d'indépendance. Donc, nous devons soutenir les Olim, pas seulement les Français, évidemment. Tous les Olim de tous les pays doivent venir en Israël. Et pour cela, nous devons aussi être un pays un peu moins difficile à vivre. En partie, les prix dont on a parlé et les logements qui sont très chers aussi. Nous sommes pour relancer le programme des logements sociaux et ça profitera surtout aux Lim aussi parce qu'ils n'ont pas de base. C'est pas tout, contrairement à la caricature des Français riches, ça n'est pas vrai. Il y a beaucoup de Français qui sont en difficulté et donc les logements, le salaire minimum, il faut le monter et puis aussi il faut investir dans l'éducation. Très bien. Alors, à part Yamina qui a un programme spécifique pour l'Aliyah de France, les autres partis n'ont pas vraiment de programme spécifique pour l'Aliyah de France. Non, il y a un public, mais comme j'ai qu'une minute, on peut pas l'exposer. On en a probablement un, mais je pense qu'il faudrait demander à Michal Kotler-Wunsch, donc la candidate canadienne chez nous, qui s'occupe de ces questions-là. Tous les partis. Je pense qu'il faut être clair aussi. Je pense que le parti Chasse n'a pas fait des promesses, mais a fait des actes. On a créé des écoles. Une école a été ouverte entre les premières élections et les deuxièmes élections. Une école à la francophone avec 70 élèves israéliens, 50 élèves francophones à l'intérieur, à Netanya. Une école à Ashdod en train de s'ouvrir. Un GAN a été ouvert à Herzliya. J'étais déjà la semaine dernière avec le maire de Herzliya pour ouvrir justement une école supplémentaire à Herzliya. Je pense que le Chasse ne fait pas des promesses, mais agit directement sur le terrain avec les ustensiles que nous avons, bien entendu, du fait que nous sommes dans un gouvernement provisoire. Mais je pense qu'avec le billet et par l'intermédiaire de ce portefeuille qui est le ministère de l'Intégration et Yom Tov parlait justement de créer un Nefesh Benefesh avec 100 millions de shekels. Il ne faut pas oublier que le ministère de l'Intégration a un budget de 1,9 milliard de shekels. On peut faire bien plus pour le public francophone. 9 milliards, l'Aliyah francophone, on reçoit presque rien. On en fera beaucoup plus. Non, c'est terminé. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Oui, si on peut être spécifique, justement, il y a encore beaucoup à faire aussi sur les diplômes français qui ne sont pas tous reconnus. Il y a encore beaucoup à faire, par exemple, même, et en rapport avec le sujet de l'aide sociale aussi. Peut-être que pour certains Olim, il faut peut-être continuer un peu plus qu'un an. Mais au Parti travailliste, on n'entend pas tellement parler. Non, il y a un programme qui a été écrit, mais justement, il contient, il est global, c'est-à-dire sur toute la Aliyah. Il contient aussi l'aide aux Éthiopiens, aux Russes et aux Français. Très bien, on va terminer ce débat avec 1 minute chacun, encore une fois, 1 minute chacun pour... vous allez regarder la caméra et vous allez essayer de persuader les auditeurs et les téléspectateurs de Studio Kalita de voter pour votre parti pour les élections donc, du 2 mars. On commence avec... on va faire le tour comme ça, de ce côté-là, avec Marco.
Marco Sarabia du Parti travailliste. Ok, nous voulons monter un gouvernement de paix, d'espoir et de changement. Et il faut justement voter le Parti travailliste parce qu'il donnera aussi le ton à la prochaine coalition. Si jamais le Parti travailliste n'est pas assez fort, évidemment, il n'y aura pas le choix que de faire une coalition avec la droite. Et nous voulons essayer de rompre avec la politique qui a été menée jusqu'à présent, une politique d'encouragement au monopole, une politique difficile, une politique qui n'a pas été en faveur des défavorisés. Et il faut aussi, évidemment, augmenter le salaire minimum et construire beaucoup de logements sociaux. Alors, je pense que seul le Parti travailliste, avec l'aide de Meretz et de Gesher, nous pourrons changer les choses et améliorer la vie en Israël. Merci Marco Sarabia. On passe à Amir Weitman du Likoud. Bien, je pense qu'on a obtenu ces 10 dernières années des succès politiques extraordinaires pour l'État d'Israël. Il faut se souvenir que pendant 8 ans, on avait un gouvernement Obama qui était farouchement opposé à la présence d'Israël en Judée-Samarie et qui voulait nous faire reculer. Pendant 8 ans, Netanyahou a réussi à résister et n'a pas reculé d'un centimètre. Et ensuite, on a pu passer de la défense à l'attaque avec le président Trump et nous avons obtenu des choses extraordinaires. Nous avons obtenu le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Nous avons obtenu la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur Jérusalem par les États-Unis. Nous avons obtenu la reconnaissance de principe de l'annexion de la vallée du Jourdain et des implantations. Et si nous voulons continuer une politique qui soit une politique nationale forte pour la prospérité et la sécurité d'Israël, nous avons besoin d'avoir un grand parti de droite et nous avons besoin d'avoir un Likoud qui puisse dominer la scène politique israélienne et donc d'être le plus grand possible. Merci Amir. On passe à présent à Jonathan Alexandre de Kahol Lavan. Okay, nous voulons tout d'abord une moralisation de la vie politique du pays. Nous allons faire voter une loi telle que tout ministre ayant quelques difficultés que ce soit avec la loi, sauf peut-être une contravention de parking, en fait, quitte le gouvernement immédiatement pour se défendre. Et ce sera le cas, et ça s'appliquera à tout le monde, en fait, quels que soient les partis qui nous rejoignent. C'est à peu près l'une des seules vraies conditions que nous avons pour former une coalition. Nous voulons améliorer la sécurité du pays, en particulier, chose dont on n'a pas beaucoup parlé, autour de la zone de Gaza, où quand même toutes les semaines, il y a une avalanche de missiles et il va falloir quand même y mettre fin d'une manière finalement définitive. Donc ça, c'est la côté sécurité. Nous voulons mettre fin, ou en tout cas diminuer très fortement l'inégalité dans ce pays. L'inégalité qui fait que 34% des travailleurs aujourd'hui donc travaillent au salaire minimum. Il faut absolument améliorer ça. Et pour terminer, nous voulons améliorer très fort l'éducation qui amènera le reste, spécialement l'éducation dans tous les secteurs. Nous voulons éducation, mathématiques, sciences, anglais, le curriculum de base, y compris dans les yeshivot. Merci beaucoup, Yom Tov, Yamina. Le 2 mars prochain, vous allez être appelé pour la 3e fois en un an à voter. Premièrement, allez voter. Malgré la lassitude, malgré peut-être un certain dégoût, mépris de la politique, c'est notre pays et les enjeux sont cruciaux. On ne peut pas se permettre de ne pas aller voter. Voter, ne gaspillez pas vos voix en votant pour un parti qui ne passe pas le seuil. Votez, moi ce que je vous appelle à voter, c'est un parti du bloc de droite pour faire gagner une coalition de droite. Vous avez bien compris que ce n'est pas la taille du parti qui compte, mais la taille du bloc. Dans ce bloc, il y a Yamina, qui est le parti qui porte nos valeurs. Les valeurs d'amour de la terre d'Israël, de la Torah d'Israël, du peuple d'Israël, avec des personnes de qualité. On a pour la première fois Naftali Bennett, un ministre de la Défense avec une kippa sur la tête, qui porte nos valeurs. On a l'excellent Ayelet Shaked, on a Bezalel Smotrich. Ces gens de qualité ont besoin d'être renforcés pour être la boussole du prochain gouvernement Netanyahou, pour le tirer vers la droite, pour le tirer vers les valeurs du judaïsme et de l'amour de la terre d'Israël, pour la souveraineté. Et c'est entre vos mains, en mettant le bulletin tête bête Yamina, vous pourrez obtenir cela et nous pourrons tous ensemble réussir le 2 mars. Merci Yom Tov, on termine par Yossi Tayeb. Je vous appelle au 2 mars prochain justement à venir à voter chasse. Ce que chasse en fait représente. Ce que chasse représente, c'est tout d'abord, nous voulons un pays juif, un pays qui respecte les valeurs du judaïsme, la tradition sur laquelle on a grandi. Le Parti Chasse réclame le ministère de l'Intégration. Le Parti Chasse est un parti social qui fera tout pour justement aider
les Olim de France, que ce soit sur le loyer, sur l'éducation, sur l'emploi, sur la création de communautés. Et surtout, je pense que c'est le seul parti qui a mis à une place éligible deux Olim, à la 11e place et 12e place. À la 11e place, M. Baour Gazaï, un Éthiopien, et moi, Yossi Tayeb, à la 12e place. Faites le bon choix, vos déchasses, vous recevez Likoud avec à sa tête un gouvernement de droite, Benyamin Netanyahou à sa tête et le parti chasse à côté qui justement donnera toutes ces choses supplémentaires. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On va répéter ce que Yom Tov a dit, ce que vous avez tous dit. Il faut aller voter pour n'importe quel parti, mais en tout cas, aller voter. Le 2 mars, c'est très important. C'est le devoir de chaque citoyen. Merci d'avoir participé. Merci de votre engagement. Merci de ce débat qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. On se retrouve bien entendu sur Studio Kelita le soir du 2 mars à partir de 21h15 pour une grande soirée électorale que nous aurons le plaisir d'animer avec un panel de plusieurs commentateurs. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Studio Kelita. Bye bye. Merci.